Tais-toi ou ça va mal finir. » Mon frère m'a dit ça devant le notaire, devant maître Bertrand, devant sa femme Françoise, devant tout le monde. Il m'a regardé, avec ses yeux que je connaissais depuis 60 ans. Ses yeux qui disaient « Tu n'es rien, tu n'as jamais rien été, tu ne seras jamais rien. » J'ai parlé et il a perdu 340 000 €. Je m'appelle Lucienne Marchais. J'ai 66 ans. Et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qui s'est tue pendant 60 ans. 60 ans de silence. 60 ans d'obéissance. 60 ans à baisser les yeux, à ravaler les mots, à accepter l'inacceptable. Jusqu'à ce mardi de novembre, dans l'étude de maître Bertrand, rue des Notaires à Lyon. Ce jour-là, j'ai ouvert la bouche. Et tout a changé. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans ce bureau, il faut que je vous raconte ma vie, ma vraie vie. Celle que personne n'a jamais vue, celle que j'ai cachée derrière mes sourires polis et mes silences résignés, celle d'une petite sœur écrasée par un grand frère. Pendant 60 ans, je suis née en 1958, dans une petite maison de la banlieue lyonnaise. Mes parents, Robert et Madeleine Marchais, étaient des gens simples. Mon père travaillait à l'usine Berliet, ma mère était couturière à domicile. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. La maison sentait toujours le café le matin et la soupe aux légumes le soir. Les murs étaient les couverts de papier peint à fleurs, un peu démodés mais propres. C'était une maison modeste. Mais c'était notre maison. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était une maison heureuse. Georges avait 5 ans quand je suis née, et dès le premier jour, il m'a détestée. Je ne le savais pas encore, bien sûr. J'étais un bébé, mais ma mère me l'a raconté des années plus tard, quelques semaines avant sa mort. Elle m'a dit « Lucienne, quand on t'a ramenée de la maternité, Georges a regardé ton berceau et il a dit « Ramenez-la, on n'en veut pas. » Il avait 5 ans. Ma mère avait ri en me racontant ça. Un rire nerveux, gêné. Comme si c'était une anecdote amusante, une de ces histoires qu'on raconte au repas de famille pour faire sourire tout le monde. Mais moi, je n'ai pas ri, parce que je savais que ce n'était pas une anecdote. C'était le début de tout. C'était la première phrase d'une histoire qui allait durer 60 ans. Georges a toujours été le préféré, le fils, l'aîné, l'héritier. Dans les familles modestes des années 60, le fils, c'était tout. La fille, c'était la fille. On l'aimait, bien sûr, mais différemment. Moins fort, peut-être. Ou en tout cas, moins visiblement. Le fils, on l'encourageait, on le poussait, on investissait en lui. La fille, on l'élevait en attendant qu'elle parte, qu'elle se marie, qu'elle devienne la responsabilité d'un autre homme. Mon père adorait Georges. Il l'emmenait à la pêche tous les dimanches, été comme hiver. Ils partaient à l'aube avec leurs cannes et leurs boîtes d'appât, et ils ne revenaient qu'au crépuscule, bronzés et complices. Mon père lui apprenait à réparer les voitures dans le garage, les mains pleines de cambouis, et ils riaient ensemble de blagues que je ne comprenais pas. Il parlait de lui avec fierté à tous ses collègues, à tous les voisins. « Mon fils, il ira loin. Mon fils, il est intelligent. Mon fils, il reprendra l'affaire. » Quelle affaire? Mon père était ouvrier. Il n'avait pas d'affaire. Mais dans sa tête, Georges était destiné à devenir quelqu'un, un patron, un chef, un homme important. Et moi, j'étais destinée à me marier, à avoir des enfants, à disparaître dans la vie d'un homme. C'était l'ordre des choses. C'était comme ça que le monde fonctionnait. Personne ne le remettait en question. Surtout pas moi. Je me souviens d'un soir,
J'avais peut-être 8 ans. Nous étions à table, tous les 4, autour de la nappe en toile cirée, que ma mère lavait chaque dimanche. J'avais eu une bonne note à l'école, un 18 en dictée. J'étais fière, tellement fière. J'avais travaillé dur pour cette note. J'avais appris tous les mots difficiles. J'avais recopié mes leçons 3 fois. J'avais demandé à ma mère de me faire réciter. Et j'avais réussi. 18 sur 20, la meilleure note de la classe. J'ai montré mon cahier à mon père. Je le lui ai tendu avec un sourire immense, le cœur battant, attendant ses félicitations. Il l'a regardé à peine. 1 seconde, peut-être 2. Puis il a dit « C'est bien, Lucienne ». Et il a reposé le cahier sur la table. Puis il s'est tourné vers Georges. « Et toi, fiston, comment ça s'est passé le match de foot ?» Georges avait eu 8 en mathématiques. Cette semaine-là, personne n'en a parlé. Personne ne lui a demandé de travailler plus haut. Personne ne l'a grondé. Son 8 en mathématiques n'existait pas. Mais son match de foot, ses buts marqués, ses passes réussies, ça, c'était important. Ça méritait une conversation. Ça méritait l'attention de mon père. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai pleuré en silence. Je mordais mon oreiller pour que personne ne m'entende. Et j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Dans cette famille, je n'existais pas vraiment. J'étais là, mais je ne comptais pas. J'étais un meuble, une présence, pas une personne. Georges, lui, l'avait compris depuis longtemps, et il en profitait. Il me pinçait quand personne ne regardait. Des pincements vicieux, sur les bras, sur les cuisses, qui laissaient des marques bleues pendant des jours. Il cassait mes jouets et disait que c'était moi. Ma poupée préférée, celle avec les cheveux blonds et la robe rose que ma grand-mère m'avait offerte pour mes 6 ans, il l'a décapitée un jour et a dit à ma mère que je l'avais fait moi-même en jouant trop brutalement. Il me tirait les cheveux sous la table pendant les repas, juste assez fort pour me faire mal, pas assez pour que mes parents remarquent. Et quand je pleurais, quand j'essayais de me défendre, quand j'osais dire « c'est Georges qui a fait ça », mes parents disaient toujours la même chose. « Lucienne, arrête de pleurnicher. Georges est ton grand frère. Il te protège. » Me protéger, c'est le mot qu'ils utilisaient. Me protéger. Comme si m'écraser, me terroriser, me faire du mal, c'était me protéger. Les années ont passé. Georges est devenu adolescent, puis jeune homme. Moi aussi. Mais notre relation n'a jamais changé. Il était toujours le chef. J'étais toujours l'ombre. Il donnait les ordres. Je les exécutais. Il décidait. J'obéissais. C'était l'ordre naturel des choses dans notre famille, aussi immuable que le lever du soleil. Quand j'ai voulu faire des études, mon père a dit « À quoi bon? Tu vas te marier. » J'avais 17 ans. J'étais bonne élève. Mes professeurs disaient que j'avais du potentiel, que je pourrais aller à l'université, devenir quelqu'un. Mais mon père avait tranché. Les études, c'était pour les garçons. Pour Georges. Georges, lui, a fait une école de commerce, payée par mes parents, qui se sont saignés pour lui. Mon père faisait des heures supplémentaires. Ma mère cousait le soir jusqu'à minuit pour des clients du quartier. Tout cet argent, tout ce sacrifice, c'était pour Georges, pour son avenir, pour sa réussite. Et moi, je suis restée à la maison. J'ai aidé ma mère à faire le ménage, la cuisine, les courses. J'ai appris à repasser les chemises de mon père, à raccommoder les chaussettes trouées, à préparer le pot-au-feu du dimanche. Je suis devenue une petite domestique, une servante dans ma propre famille. Quand j'ai voulu travailler, quand j'ai eu 19 ans, et que j'ai vu une annonce pour un poste de vendeuse dans un magasin du centre-ville, ma mère a dit
Reste à la maison. Aide-moi. J'ai besoin de toi ici. » Et j'ai obéi parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait dire non. Georges, lui, a monté sa première entreprise à 25 ans, une petite agence immobilière, avec un bureau minuscule dans un quartier en développement, avec l'argent de mes parents, encore. Un investissement dans l'avenir, disait mon père. Georges va nous rendre fiers. Et Georges a pris cet argent sans un merci, sans une reconnaissance. C'était normal, c'était son dû. Quand j'ai eu 28 ans, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Michel. Il était instituteur. Il avait des yeux doux et un sourire gentil. Il m'écoutait quand je parlais. Il me posait des questions sur mes rêves, mes envies, mes espoirs. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un s'intéressait à moi. Pas à ce que je pouvais faire pour lui, à moi. Nous nous sommes fréquentés pendant 6 mois. En secret, parce que j'avais honte. Honte de ma famille. Honte de ma vie. Honte de n'être personne. Michel m'a demandé en mariage un soir de printemps, sous les cerisiers en fleurs du parc de la Tête d'Or. J'ai dit oui. J'étais la femme la plus heureuse du monde. Et puis j'ai fait l'erreur de le présenter à ma famille. Georges m'a prise à part après le dîner. Il m'a emmenée dans le jardin, loin de tout le monde. Et il m'a dit, avec ce ton qu'il prenait toujours quand il voulait me faire comprendre quelque chose, « Ce type, c'est un minable, un instituteur. Il gagne 3 fois rien. Tu mérites mieux. » J'aurais dû lui répondre. J'aurais dû lui dire que Michel me rendait heureuse, que l'argent n'avait pas d'importance, que l'amour comptait plus que les comptes en banque. Mais je n'ai rien dit. Comme toujours. Et puis Georges a ajouté, avec un sourire froid, « Et puis, si tu te maries, tu vas t'éloigner. Et j'ai besoin de toi ici, pour m'occuper des vieux. » Les vieux. C'est comme ça qu'il appelait nos parents. Les vieux. Comme s'ils étaient déjà un fardeau. Comme s'ils n'étaient plus des personnes, mais des problèmes à gérer. Je ne me suis pas mariée. J'ai inventé des excuses. J'ai repoussé la date. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Et Michel, qui était patient, qui était gentil, a fini par comprendre que je ne changerais jamais. Il est parti. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Une femme qui savait dire oui. Une femme qui n'avait pas peur de vivre. Et moi, je suis restée pour m'occuper des vieux. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. À 30 ans, ma vie était tracée. Une ligne droite, grise, sans surprise. Je vivais toujours chez mes parents, dans ma petite chambre d'enfant, avec le papier peint à fleurs fanées. Je travaillais comme secrétaire dans une petite entreprise de comptabilité, un emploi que j'avais fini par trouver malgré les réticences de ma mère. Je gagnais peu. Je ne sortais presque jamais. Et surtout, je m'occupais de tout. Les courses, le ménage, les rendez-vous médicaux, les papiers administratifs, les repas, la lessive, le repassage. Tout, absolument tout reposait sur mes épaules. Ma mère vieillissait. Son dos la faisait souffrir. Elle ne pouvait plus faire grand-chose. Mon père commençait à montrer des signes de fatigue, des oublis, des confusions. Et Georges, lui, était devenu quelqu'un. Il avait développé son agence immobilière. Il gagnait bien sa vie. Très bien même. Il s'était marié avec Françoise. Une femme froide et calculatrice qui me regardait toujours de haut, comme si j'étais une domestique un peu sale, qu'on tolère par charité. Ils avaient 2 enfants, Sébastien et Caroline, que je ne voyais presque jamais. Des enfants gâtés, mal élevés, qui ne m'adressèrent la parole que pour me demander où étaient moi les bonbons. Georges venait voir nos parents 1 fois par mois, peut-être 2. Il arrivait dans sa voiture de luxe,
une BMW noire et brillante qu'il garait ostensiblement devant la maison pour que tous les voisins la voient. Il embrassait ma mère sur le front. Un baiser rapide, automatique. Il serrait la main de mon père avec cette fausse chaleur qu'ont les hommes d'affaires quand ils veulent conclure un marché. Il restait 1 heure, parlait de ses succès, de ses projets, de tout l'argent qu'il gagnait. Puis il repartait. Et à chaque fois, mes parents disaient « Georges est tellement occupé. C'est normal qu'il ne vienne pas plus souvent. Il a une entreprise à faire tourner. Il a des responsabilités. » Moi, je venais tous les jours depuis des années. Je préparais leurs repas, je faisais leurs courses, je les accompagnais chez le médecin, je remplissais leurs formulaires administratifs, je payais leurs factures. Je passais mes week-ends à nettoyer leur maison, à laver leur linge, à ranger leur jardin. Mais personne ne le remarquait. C'était normal. C'était mon rôle. C'était ce qu'on attendait de moi. Un jour, j'ai osé dire quelque chose. J'avais 45 ans. Ma mère était malade. Une bronchite qui n'en finissait pas, qui s'éternisait depuis 3 semaines. Je l'avais veillée pendant 3 nuits consécutives, assise à côté de son lit, lui donnant ses médicaments toutes les 4 heures, changeant ses draps trempés de sueur. J'étais épuisée. Je tenais à peine debout. Georges est passé un dimanche après-midi. Il portait un polo de golf et sentait l'eau de Cologne chère. Il est resté 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles il a parlé de son dernier voyage à Barcelone, de la nouvelle voiture qu'il pensait acheter, du restaurant étoilé où il avait emmené Françoise pour leur anniversaire de mariage. En partant, il m'a dit, avec ce ton condescendant qu'il prenait toujours, « Tu as l'air fatiguée, Lucienne. Tu devrais prendre soin de toi. » J'ai explosé. Pour la première fois de ma vie. Prendre soin de moi? Et comment je fais ça, Georges? Je suis ici tous les jours. Je m'occupe de tout. Toi, tu passes 1 fois par mois en coup de vent et tu me dis de prendre soin de moi. Tu te moques de moi? Le silence est tombé. Lourd, pesant. Ma mère m'a regardée avec des yeux ronds, comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Mon père a secoué la tête avec désapprobation. Et Georges m'a regardé, avec ce sourire que je connaissais si bien. Ce sourire condescendant, méprisant. Ce sourire qui disait « Tu peux t'énerver autant que tu veux, ça ne changera rien. » « Lucienne, » a-t-il dit doucement, comme on parle à un enfant capricieux. « Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Personne ne te retient. » Je n'ai rien répondu, parce qu'il avait raison. Personne ne me retenait. Mais où aurais-je pu aller? J'avais 45 ans, pas d'économie, ou presque, pas de mari, pas d'enfant. Ma vie entière était dans cette maison, auprès de ces parents qui ne me voyaient pas, dans l'ombre de ce frère qui m'écrasait. Ce soir-là, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. Je pensais qu'elle allait me réconforter, me dire qu'elle comprenait, me remercier pour tout ce que je faisais. Au lieu de ça, elle m'a dit, d'une voix sèche, « Lucienne, ne parle plus jamais à ton frère comme ça. Il travaille dur, il a des responsabilités. Toi, tu n'as rien de tout ça. Alors tais-toi et fais ce qu'on te demande. Tais-toi, c'est le mot qui a défini ma vie. Tais-toi, ne dis rien, accepte, souris, obéis. » Je me suis tue. Les années ont continué à passer, lentes, grises, monotones. Mon père est devenu de plus en plus fragile. Les oublis se sont multipliés. Au début, c'étaient les petites choses, les clés qu'il ne retrouvait plus, les rendez-vous qu'il manquait, les noms qui lui échappaient, puis les choses plus graves. Il se perdait dans son propre quartier. Il ne reconnaissait plus les voisins.
Il posait la même question 10 fois de suite, sans se souvenir de l'avoir déjà posée. Alzheimer. Le médecin a prononcé ce mot un matin de septembre, dans son cabinet au mur beige et au diplôme encadré. Mon père était assis à côté de moi, le regard vide, comme s'il n'entendait pas. Peut-être qu'il n'entendait plus vraiment. Peut-être qu'il était déjà parti, quelque part où les mots n'avaient plus de sens. C'est une maladie dégénérative, a expliqué le médecin. Il n'y a pas de traitement. On peut seulement ralentir la progression, accompagner le patient. Il aura besoin de soins constants, de surveillance permanente. Georges n'était pas là. Georges n'était jamais là pour les mauvaises nouvelles. Il était à Paris, pour un congrès immobilier. Très important. Avait-il dit? Impossible à déplacer. J'ai accompagné mon père dans cette descente. Jour après jour, nuit après nuit. J'ai appris à le laver, doucement, respectueusement, en préservant sa dignité même quand il ne savait plus qui j'étais. J'ai appris à le nourrir, cuillère par cuillère, avec patience, même quand il recrachait tout. J'ai appris à le calmer quand il avait peur, quand il se réveillait la nuit en hurlant, convaincu que des inconnus voulaient tant lui faire du mal. J'ai appris à supporter ses crises, ses colères soudaines et inexplicables, ces moments de violence où il me repoussait en criant. J'ai appris à supporter ces moments de confusion, où il ne savait plus qui j'étais, où il m'appelait « Madame » ou « Mademoiselle », où il demandait quand sa fille Lucienne allait venir le voir alors que j'étais là, devant lui, à lui tenir la main. C'était épuisant, physiquement épuisant, émotionnellement dévastateur. Il y avait des nuits où je ne dormais pas plus de 2 heures. Il y avait des jours où je pleurais dans la salle de bain, le visage enfoui dans une serviette, pour que personne ne m'entende. Il y avait des moments où j'avais envie de tout abandonner, de partir, de fuir cette maison qui était devenue ma prison. Mais je restais, parce que c'était mon devoir, parce que personne d'autre ne le ferait. Georges venait de moins en moins. « C'est trop dur pour moi », disait-il quand je l'appelais pour lui demander de l'aide. « Je ne supporte pas de le voir comme ça. Ça me rend malade. » Trop dur pour lui, lui qui restait 1 heure de temps en temps. Moi, j'y étais 24 heures, sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'était trop dur pour lui. Un après-midi, mon père a eu un moment de lucidité. Ces moments devenaient rares, de plus en plus rares, comme des éclairs de lumière dans un ciel perpétuellement nuageux. Mais ce jour-là, il m'a regardée et il m'a dit « Lucienne ». Mon cœur a bondi. Il m'avait reconnue. Après des semaines à être « Madame » ou « Mademoiselle », il avait dit mon nom. « Oui, papa, je suis là ». Il a attrapé ma main. Ses doigts étaient maigres, fragiles, couverts de taches de vieillesse. Mais sa poigne était ferme. Ses yeux étaient clairs, presque comme avant la maladie, avant l'oubli. « Il faut que tu saches quelque chose. Georges nous a pris de l'argent. » J'ai cru avoir mal entendu. J'ai pensé que c'était la maladie qui parlait, une confusion, un délire. Mon père mélangeait souvent les choses. Il confondait le passé et le présent. Il inventait des histoires qui n'avaient jamais existé. « Quoi, papa ?» L'argent, la vente du terrain, 200 000 €. Il devait les placer pour nous. Il ne l'a jamais fait. Le terrain. Je savais de quoi il parlait. Mes parents avaient vendu un terrain agricole hérité de mes grands-parents, 5 ans plus tôt. Un terrain de 3 hectares à la sortie de la ville, qui ne valait presque rien quand mes grands-parents l'avaient acheté, mais qui était devenu une fortune avec l'expansion de Lyon. Un promoteur l'avait racheté pour 200 000 €. Georges s'était occupé de tout. Ne vous inquiétez pas,
avait-il dit à mes parents. Je vais placer cet argent. Je connais les marchés. Vous aurez des revenus jusqu'à la fin de vos jours. Faites-moi confiance. Mes parents lui avaient fait confiance. Ils lui faisaient toujours confiance. C'était Georges, le fils prodige, l'homme d'affaires, celui qui savait tout, qui comprenait tout, qui réussissait tout. « Papa, tu es sûr de ce que tu dis ?» Mais ses yeux s'étaient déjà voilés. Le moment de lucidité était passé, aussi vite qu'il était venu. Il me regardait maintenant avec confusion, comme s'il ne savait plus qui j'étais, ni où il se trouvait. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé d'une voix plaintive. « Où est ma femme? Je veux voir Madeleine. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais aux mots de mon père. Georges nous a pris de l'argent. Était-ce vrai? Ou était-ce un délire de malade? Je ne savais pas quoi penser. Je ne voulais pas y croire. Et pourtant, quelque chose en moi, une petite voix que j'avais appris à faire taire depuis longtemps, me disait que c'était possible, que c'était même probable. J'ai passé les semaines suivantes à fouiller, discrètement, sans rien dire à personne. Quand ma mère faisait la sieste, quand mon père regardait la télévision sans vraiment la voir, je cherchais. J'ai retrouvé les papiers de la vente du terrain dans un vieux carton au grenier. J'ai cherché les relevés bancaires dans les tiroirs du bureau de mon père. Et j'ai découvert la vérité. Georges avait transféré les 200 000 € sur un compte à son nom. Ça, je pouvais le voir clairement sur les documents. « Pour placement », disait le libellé. Mais il n'y avait jamais eu de placement. L'argent avait disparu, dépensé, évaporé. J'ai fait des recherches. J'ai noté les dates, les montants, les mouvements. Et j'ai compris. Sa nouvelle voiture, la BMW qu'il avait achetée juste après la vente du terrain. Les travaux de sa maison. Cette extension avec piscine et terrasse en bois exotique. Les vacances aux Maldives avec Françoise, dont il nous avait montré les photos avec tant de fierté. Tout ça, c'était l'argent de nos parents. L'argent qu'ils lui avaient confié. L'argent qu'il avait volé. Il avait volé nos parents. Ses propres parents. Les gens qui l'avaient nourri, élevé, aimé. Les gens qui s'étaient saignés pour lui payer ses études. Et personne ne le savait. J'ai voulu en parler à ma mère. J'ai voulu lui montrer les preuves, les documents, les relevés. Mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle me coupait. « Lucienne, arrête avec tes histoires. Georges s'occupe de nos finances. Il sait ce qu'il fait. Il est dans les affaires. Pas toi. Tu ne comprends rien à tout ça. » Elle ne voulait pas entendre. Elle ne voulait pas savoir. Peut-être parce que la vérité était trop douloureuse. Peut-être parce qu'admettre que Georges était un voleur, c'était admettre qu'elle s'était trompée toute sa vie, qu'elle avait donné tout son amour, toute son attention, toute sa confiance au mauvais enfant. Et puis mon père est mort, un matin de janvier, dans son sommeil. Paisiblement, disaient les médecins, sans souffrance. Mais moi, je savais qu'il était mort avec ce secret sur le cœur. Ce secret qu'il n'avait pas pu me dire entièrement. Cette vérité qu'il avait essayé de me transmettre dans un dernier éclair de lucidité. Les funérailles ont eu lieu un samedi, dans la petite église du quartier où mes parents s'étaient mariés 50 ans plus tôt. Il faisait froid. Le ciel était gris, chargé de neige qui ne tombait pas. L'église était pleine. Des voisins, des collègues de l'usine, où mon père avait travaillé pendant 40 ans. Des cousins, éloignés qu'on ne voyait qu'aux enterrements. Georges a fait un discours magnifique. Il s'est levé devant tout le monde, élégant dans son costume noir, et il a parlé pendant 10 minutes. Il a pleuré. De vraies larmes qui coulaient sur ses joues. Il a parlé de notre père bien-aimé, de l'homme qui nous a tout appris, de l'exemple qu'il nous laisse.
de l'héritage de valeurs qu'il nous transmet. J'étais assise au premier rang, à côté de ma mère. Je l'écoutais, et je pensais, tu l'as volé. Tu as volé ton propre père. Tu lui as pris 200 000 €. Et maintenant, tu pleures devant tout le monde, comme si tu étais le fils le plus dévoué du monde. Je n'ai rien dit, encore une fois. Après l'enterrement, il y a eu un repas dans un restaurant du quartier. Des discours, des souvenirs, des anecdotes. Georges était au centre de tout, recevant les condoléances, serrant les mains, embrassant les joues. Le fils parfait, le fils modèle. À la fin du repas, il m'a prise à part. Il m'a emmenée dans un coin tranquille, loin des autres. Et il m'a dit « Lucienne, maintenant que papa n'est plus là, tu vas t'occuper de maman à plein temps. Elle ne peut pas rester seule. Tu vas devoir être disponible. » Je travaille, Georges. J'ai un emploi. Il a balayé mon objection d'un geste de la main. Tu trouveras une solution. Tu peux passer à temps partiel ou démissionner. Je paierai une partie de tes frais, mais tu dois être là pour elle. C'est ton devoir. Mon devoir, pas le sien, le mien. Et toi, tu ne pourrais pas l'aider de temps en temps ? Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Lucienne, j'ai une entreprise à faire tourner. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas être là tous les jours. Toi, tu n'as rien de tout ça. C'est normal que ce soit toi qui t'en occupes. J'ai hoché la tête. J'ai dit oui, comme toujours. Mais cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pris une décision. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore quand. Mais un jour, Georges paierait pour ce qu'il avait fait. Un jour, je parlerai. Ma mère a vécu encore 4 ans après la mort de mon père. 4 ans pendant lesquels je l'ai accompagné, soigné, aimé. 4 ans pendant lesquels Georges est venu de moins en moins, trop occupé par ses affaires, ses voyages, sa vie de riche. Mais quelque chose avait changé en moi. Ce secret que je portais, cette vérité sur les 200 000 € volés, ça m'avait réveillée. C'était comme si j'avais enlevé des lunettes que je portais depuis toujours et que je voyais enfin le monde tel qu'il était vraiment. Pour la première fois de ma vie, je voyais Georges tel qu'il était vraiment. Pas un grand frère protecteur, pas un fils dévoué, un manipulateur, un voleur, un menteur. Et je commençais à voir mes parents différemment aussi. Leur préférence pour Georges, leur aveuglement face à ses défauts, leur façon de me réduire au silence. Tout ça prenait un sens nouveau. Il ne m'avait pas aimé moins fort, peut-être, mais il m'avait aimé différemment. Il m'avait aimé comme on aime quelqu'un qu'on ne voit pas vraiment, quelqu'un qui fait partie du décor, quelqu'un dont on ne se demande jamais ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il espère. Je continuais à m'occuper de ma mère. Je l'emmenais chez le médecin, je préparais ses repas, je l'aidais à se laver quand ses jambes la faisaient trop souffrir. Mais je ne le faisais plus par devoir aveugle. Je le faisais par choix, parce que c'était ma mère, parce que je l'aimais malgré tout. Parce que, contrairement à Georges, je savais ce que signifiait prendre soin de quelqu'un. Un soir de printemps, ma mère m'a appelée dans sa chambre. Elle était allongée dans son lit, fragile, amaigrie. Son cœur lâchait, disaient les médecins. Elle n'en avait plus pour longtemps. « Lucienne, assieds-toi. » Je me suis assise au bord de son lit. Elle a pris ma main. Ses doigts étaient ce froid, fragiles comme du papier, presque transparent. « Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » « Oui, maman. Ton père, avant de mourir, il m'a parlé de Georges, de l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Tu savais ? » Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue
glissant dans les rides de son visage. Oui, je savais. Depuis 2 ans, ton père me l'a dit dans un de ces moments de lucidité. J'ai vérifié. C'est vrai. Georges nous a volé 200 000 €. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as fait taire chaque fois que j'essayais d'en parler? Elle a ouvert les yeux. Son regard était empli de honte. Une honte profonde, douloureuse, que je n'avais jamais vue chez elle. Et parce que j'avais honte, Lucienne. Honte d'avoir élevé un fils comme ça. Honte de ne pas avoir vu. Honte d'avoir fermé les yeux pendant toutes ces années. Et surtout, honte de t'avoir fait passer après lui pendant toute ta vie. Ma gorge s'est serrée. Des mots que j'avais attendus pendant 60 ans. Des mots que je n'avais jamais pensé entendre. Maman. Écoute-moi, Lucienne. J'ai fait quelque chose. Quelque chose que Georges ne sait pas. Quelque chose que personne ne sait, sauf moi et un notaire de Villeurbanne. Elle a désigné sa table de nuit d'un geste faible. Dans le tiroir, il y a une enveloppe. Prends-la. J'ai ouvert le tiroir. L'enveloppe était là, jaune, épaisse, un peu froissée. Je l'ai sortie avec des mains tremblantes. Ouvre-la. À l'intérieur, il y avait des documents, des papiers officiels, avec des tampons et des signatures, et un mot écrit de la main tremblante de ma mère. J'ai lu, et j'ai compris. Ma mère avait refait son testament, en secret, 6 mois plus tôt, avec l'aide d'un autre notaire. Pas Maître Bertrand, le notaire de famille que Georges connaissait depuis des années, mais un autre, Maître Duval, à Villeurbanne. Elle avait tout changé. Dans l'Ancien Testament, celui que Georges connaissait, celui qu'il attendait avec impatience, la maison et les économies étaient divisées à parts égales, 50-50, comme c'était juste, comme c'était normal. Mais en réalité, Georges avait déjà pris sa part. Et bien plus encore. Dans le Nouveau Testament, celui que je tenais entre mes mains, tout était différent. 80 pour Lucienne, 20 pour Georges, avec une clause spéciale, rédigée avec précision par Maître Duval. Les 200 000 € détournés seraient déduits de la part de Georges. Ce qui signifiait, concrètement, qu'après le calcul, il ne toucherait presque rien. Quelques milliers d'euros, peut-être. Une aumône comparée à ce qu'il attendait. J'ai regardé ma mère. Elle souriait. Un petit sourire triste, épuisé. Mais un sourire quand même. Je n'ai pas pu réparer toutes ces années, Lucienne. Je n'ai pas pu te rendre ce que je t'ai pris. Toute cette attention que j'aurais dû te donner. Toute cette reconnaissance que tu méritais. Tout cet amour que j'ai gaspillé pour quelqu'un qui n'en était pas digne. Mais ça, je pouvais le faire. C'est ma dernière chance de faire ce qui est juste. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré devant ma mère. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, de gratitude, de libération. Oh, pourquoi maintenant, maman? Pourquoi pas avant? Parce que j'étais lâche. Parce que j'avais peur de Georges, de sa colère, de ses menaces. Parce que c'était plus facile de ne rien voir, de ne rien dire, de continuer comme si tout allait bien. Elle a serré ma main plus fort. Et parce que je t'aimais mal, Lucienne. Je t'aimais, mais je ne savais pas te le montrer. Je croyais que tu n'avais besoin de rien. Tu étais si forte, si silencieuse, si obéissante. Je ne voyais pas que tu souffrais. Je ne voyais que Georges, ses besoins, ses demandes, ses exigences. Et je t'ai oublié. Maman, promets-moi quelque chose, Lucienne. Quoi? Le jour de la lecture du testament,
Chez Maître Bertrand, Georges va présenter l'Ancien Testament, celui qui lui convient. Il ne sait pas que ce Nouveau Testament existe. Personne ne le sait, sauf toi, moi et Maître Duval. J'ai hoché la tête, le cœur battant. Ce jour-là, Georges va essayer de te faire taire, comme toujours. Il va te menacer, te manipuler, te faire croire que tu dois obéir. Il va utiliser tous les moyens qu'il connaît pour te réduire au silence. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Des yeux clairs, lucides, déterminés malgré la fatigue et la maladie. Ce jour-là, Lucienne, tu ne te tairas pas, tu parleras, tu sortiras ce testament et tu lui montreras qui tu es vraiment. Une femme forte, une femme courageuse, une femme qui a le droit d'exister. J'ai serré sa main. Les larmes coulaient sur mes joues. Je te le promets, maman, je te le promets. Elle a souri. Un sourire de paix. Bien, maintenant, je peux partir tranquille. Elle est morte 3 jours plus tard, dans son sommeil, comme mon père, paisiblement. Et moi, je suis restée avec cette enveloppe, cette promesse, cette arme. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les semaines qui ont suivi la mort de ma mère ont été les plus étranges de ma vie. D'un côté, j'étais en deuil. Je pleurais mes parents, cette maison vide, où leur présence flottait encore. Ces souvenirs partout, qui me serraient le cœur. De l'autre, j'attendais. J'attendais le jour de la lecture du testament. Le jour où tout allait basculer. Georges, lui, ne perdait pas de temps. Le deuil, pour lui, c'était une formalité. Une case à cocher avant de passer aux choses sérieuses. 3 jours après l'enterrement, il est venu à la maison. « Lucienne, il faut qu'on parle de la suite. » Je l'ai fait entrer dans le salon. Il s'est assis dans le fauteuil de mon père, celui en velours vert, près de la fenêtre, comme si ce fauteuil lui revenait de droit, comme s'il était déjà chez lui. J'ai parlé à Maître Bertrand. La lecture du testament aura lieu dans 3 semaines. En attendant, il faut qu'on organise les choses. Quelles choses? Il a sorti un carnet de sa poche. Un petit carnet en cuir où il notait tout avec son écriture serrée et précise. La maison. Elle vaut environ 400 000 € sur le marché actuel. J'ai fait faire une estimation par un collègue. Plus les économies de maman, environ 80 000 € sur son compte épargne. Total, 480 000 €. Divisé par 2, ça fait 240 000 chacun. Il parlait de mes parents comme d'un portefeuille d'actions, comme de chiffres sur une feuille de calcul. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai contenue. Pas encore. Pas maintenant. Et ensuite? Ensuite, on vend la maison. Rapidement. Le marché est bon en ce moment. J'ai déjà contacté une agence, des collègues à moi, qui sont très efficaces. On peut avoir une offre dans 1 mois, peut-être moins. Et moi? Il m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'absurde. Toi quoi? Je vis ici depuis 40 ans, Georges. Cette maison, c'est ma vie. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai passé ma vie à m'occuper de papa et maman. Il a soupiré, ce soupir que je connaissais si bien. Celui qui disait « Lucienne, tu es vraiment idiote. Pourquoi faut-il que je t'explique des choses si évidentes? Lucienne, sois raisonnable. Tu ne peux pas garder cette maison. Elle est trop grande pour toi. Trop chère à entretenir. Les taxes, les travaux, le chauffage. Tu n'as pas les moyens. Avec ta part de l'héritage, tu pourras acheter un petit appartement quelque part. En banlieue, peut-être. Dans un quartier moins cher. Ce sera très bien pour toi.
Un petit appartement, en banlieue. Après 40 ans à m'occuper de cette maison, de ses parents, de cette famille, c'était tout ce que je méritais selon lui. Une petite case dans un immeuble quelconque, loin de tout, loin de mon histoire. J'ai failli parler. J'ai failli sortir l'enveloppe de son tiroir et la lui mettre sous le nez. Lui montrer le Nouveau Testament, lui dire « Tu vois, Georges, tu as perdu. Tu n'auras rien, ou presque rien. » Mais je me suis retenue. Pas encore. Pas maintenant. Attends le bon moment. D'accord, Georges. On verra ça avec le notaire. Il a souri. Ce sourire de victoire qu'il avait toujours quand il pensait avoir gagné, quand il pensait que tout allait se passer exactement comme il l'avait prévu. Bien, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été raisonnable, Lucienne. C'est une de tes qualités. Les jours ont passé, lents, tendus. Georges venait régulièrement, toujours pour parler d'argent, jamais pour autre chose. Il inventoriait les meubles, les objets de valeur. Il prenait des photos avec son téléphone. Il notait tout dans son carnet. L'argenterie, les tableaux, les bijoux de ma mère, les vieux livres de mon père. Tout était chiffré, estimé, catalogué. Un jour, je l'ai surpris dans la chambre de mes parents, en train de fouiller dans les tiroirs de la commode. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne s'est même pas retourné. « Je cherche les bijoux de maman. Ils ont de la valeur. Il faut les faire estimer par un professionnel. Ces bijoux sont à moi. Elle me les a donnés. » Cette fois, il s'est retourné. Son visage était dur, ses yeux froids. « Elle te les a donnés? Tu as une preuve? Un papier? » Sa parole. « Oh, elle me l'a dit avant de mourir. Devant témoins. » Il a ri. Un rire méprisant, sec comme un coup de fouet. Sa parole. « Lucienne, en droit. La parole ne vaut rien. Sans écrit, ces bijoux font partie de la succession. Et la succession, c'est 50-50. La moitié pour toi, la moitié pour moi. » Il a continué à fouiller. Et moi, je suis restée là, impuissante, à le regarder prendre ce qui ne lui appartenait pas. Mais dans ma tête, je comptais les jours. Bientôt ce serait mon tour. Une semaine avant la lecture du testament, Françoise est venue avec Georges. C'était la première fois que je la voyais depuis l'enterrement. Elle portait un tailleur beige parfaitement coupé, des perles aux oreilles, un parfum qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Et elle m'a fait la bise du bout des lèvres, un effleurement à peine, comme si elle avait peur d'attraper quelque chose. Ma pauvre Lucienne, toute seule dans cette grande maison, ça doit être tellement difficile pour toi. Sa compassion était aussi fausse que son bronzage. Ça va, merci. Georges s'est assis dans le salon, Françoise aussi. Ils me regardaient tous les deux avec cet air de propriétaire, inspectant un bien qu'ils s'apprêtent à acheter. « Lucienne !» a commencé Georges. « Françoise et moi, on a réfléchi. »« Ah oui? Cette maison, on pourrait la racheter, ta part. Comme ça, tu aurais l'argent tout de suite, sans attendre la vente, sans les complications de la mise sur le marché. Ce serait plus simple pour tout le monde. » J'ai compris immédiatement ce qu'il voulait, racheter ma part à bas prix, avant que je ne réalise combien la maison valait vraiment. M'arnaquer une dernière fois, profiter de mon ignorance supposée, de ma naïveté de petite sœur qui ne connaît rien aux affaires. « Ah, c'est gentil », ai-je dit d'une voix neutre, mais je préfère attendre la lecture du testament. On verra après. Le visage de Georges s'est assombri. Une ombre a passé dans ses yeux. « Lucienne, ne complique pas les choses. » « Je ne complique rien, Georges. Je veux juste faire les choses correctement, dans les règles. » Françoise a posé sa main sur le bras de Georges.
Un geste de contrôle, pas de tendresse. Un signal « Calme-toi, on s'en occupera plus tard. » Georges, laisse-la. Elle a besoin de temps. C'est normal. Elle vient de perdre sa mère. Elle m'a regardé avec un sourire froid, presque menaçant. Nous reparlerons de tout cela après la lecture du testament, Lucienne. Je suis sûre qu'on trouvera un arrangement qui convient à tout le monde. Ils sont partis peu après. L'atmosphère était lourde, électrique. Une fois seule, j'ai sorti l'enveloppe de sa cachette, au fond de mon armoire, sous une pile de vieux draps. Je l'ai regardé longtemps. Ce petit rectangle de papier jauni qui contenait ma revanche, ma liberté. « Bientôt, maman », ai-je murmuré. « Bientôt, je tiendrai ma promesse. » La veille de la lecture du testament, je n'ai pas dormi. Je me suis tournée et retournée dans mon lit, imaginant tous les scénarios possibles, toutes les façons dont les choses pourraient être mal tournées. Et si Maître Bertrand ne reconnaissait pas le Nouveau Testament? Et si Georges trouvait un moyen de le contester? Et si les documents de Maître Duval n'étaient pas en règle? Et si je perdais tout? Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, je me suis levée. J'ai fait chauffer de l'eau pour une tisane. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser la bouilloire. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Duval. Il a répondu malgré l'heure. Une voix ensommeillée mais professionnelle. « Madame Marchais? Tout va bien? »« Maître, je suis désolée de vous appeler si tard, mais je suis terrifiée. Et si ça ne marchait pas? Et si le testament n'était pas valide? Et si Georges contestait? » Il y a eu un silence. J'entendais sa respiration, calme, régulière, puis sa voix, apaisante. « Madame Marchais, écoutez-moi bien. Ce testament est parfaitement légal. Il a été rédigé en bonne et due forme, enregistré au fichier central des dispositions de dernière volonté, signé par votre mère en pleine possession de ses moyens. J'ai un certificat médical qui atteste de sa lucidité au moment de la signature. Aucun tribunal ne pourra le contester. Mais Georges, il a des avocats, il a des relations, il connaît des gens. Georges peut avoir tous les avocats du monde. Ça ne changera rien. La loi est la loi. Et la loi est de votre côté. J'ai respiré. Un peu. Merci, maître. Merci. Madame Marchais, une dernière chose. Oui, demain, quand vous sortirez ce document, votre frère va réagir violemment. C'est certain. Il va crier, menacer, peut-être pleurer. Il va tout essayer pour vous déstabiliser. Ne vous laissez pas impressionner. Vous avez le droit. Vous avez la vérité. Et vous avez 60 ans de silence derrière vous. Il est temps de parler. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de peur, de soulagement, de préparation. Comme un athlète avant une course. Comme un soldat avant une bataille. Le mardi 15 novembre, à 14 heures précises, je suis arrivée à l'étude de Maître Bertrand. C'était un immeuble bourgeois du 6e arrondissement de Lyon, avec une façade en pierre de taille et des balcons en fer forgé. À l'intérieur, tout sentait le vieux bois et la respectabilité. Des moulures au plafond, des parquets qui craquaient, des fauteuils en cuir patinés par des décennies de clients inquiets. Georges et Françoise étaient déjà là, assis dans la salle d'attente. Lui portait un costume anthracite parfaitement coupé, une cravate de soie sombre. Elle, une robe noire de deuil, qui devait coûter une fortune, sobre et élégante. Il me regardait comme on regarde un meuble, sans intérêt, sans curiosité. « Ah, Lucienne, tu es là. Bien. Bonjour Georges. Bonjour Françoise. » Nous avons attendu en silence. L'horloge sur le mur égrenait les secondes.
Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde me rapprochait du moment de vérité. Maître Bertrand est entré dans la salle d'attente. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris parfaitement coiffés, lunettes rondes sur un nez aquilin, air professionnel et légèrement ennuyé. « Monsieur Marchais, madame, mademoiselle, si vous voulez bien me suivre. » Nous sommes entrés dans son bureau, une grande pièce lambrissée, avec une fenêtre donnant sur un jardin intérieur, des bibliothèques chargées de codes juridiques et de dossiers. Un bureau massif en chêne, couvert de papier et de tampons. Nous nous sommes assis autour de la grande table de réunion. J'avais mon sac sur les genoux. À l'intérieur, l'enveloppe. Je la sentais contre ma cuisse, comme une présence rassurante. Maître Bertrand a ouvert un dossier épais, couvert de notes manuscrites. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament de Madame Madeleine Marchais, née Dupont, décédée le 28 octobre dernier. Il a ajusté ses lunettes, parcourant les documents du regard. J'ai en ma possession le testament holographe de Madame Marchais, daté du 12 mars 2019. 2019, 5 ans avant sa mort, avant qu'elle ne découvre pour l'argent volé, avant le Nouveau Testament. Georges a hoché la tête, satisfait. Un sourire discret a effleuré ses lèvres. Tout se passait comme prévu. Maître Bertrand a commencé à lire, d'une voix monocorde et professionnelle. Je sous-signais Madeleine Marchais, née Dupont, saine de corps et d'esprit, déclare par la présente que mes biens seront répartis comme suit. 50% à mon fils Georges Marchais, 50% à ma fille Lucienne Marchais. La maison familiale sera vendue et le produit de la vente sera divisé équitablement entre mes 2 enfants. Mes économies seront également divisées à parts égales. Georges a souri ouvertement cette fois. Françoise aussi. Un sourire de victoire, de soulagement. Tout allait comme il l'avait prévu. « Bien », a dit Georges en se redressant sur sa chaise. C'est exactement ce que nous pensions. « Maître, on peut passer à la signature des documents ?» Maître Bertrand a levé les yeux de ses papiers. « Pas si vite, monsieur Marchais. Il y a une procédure à suivre. Avant toute chose, je dois demander si quelqu'un ici présent a connaissance d'un autre testament, plus récent, qui pourrait modifier ou annuler celui-ci. » Le silence est tombé. Un silence lourd, épais. Georges m'a regardé. Ses yeux se sont plissés, méfiants. « Lucienne, tu sais quelque chose ?» J'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Le moment était venu. 60 ans de silence. 60 ans d'obéissance. Et maintenant, il fallait parler. Oui. Sa voix est devenue tranchante, dure comme l'acier. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» J'ai ouvert mon sac, lentement. J'ai sorti l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. « Maître Bertrand, j'ai en ma possession un second testament, rédigé par ma mère en mai 2024, 6 mois avant sa mort. Ce testament annule et remplace celui de 2019. » Le visage de Georges est devenu blanc, puis rouge, blanc à nouveau. « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible, maman ne m'a jamais parlé de ça. » Maître Bertrand a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte avec des gestes mesurés, professionnels. Il a sorti les documents. Il les a lus en silence, ses yeux parcourant les lignes, ses sourcils se levant progressivement. Ce testament a été rédigé par Maître Duval, notaire à Villeurbanne. Il est parfaitement en règle, enregistré, daté, signé, accompagné d'un certificat médical attestant de la lucidité de Madame Marchais au moment de la signature. Georges s'est levé d'un bond,
renversant presque sa chaise. « C'est impossible. Maman était malade. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Ce testament est un faux, une manipulation. » Maître Bertrand a levé une main apaisante. « Monsieur Marchais, je vous en prie, calmez-vous. »« Me calmer ?» Ma sœur sort un papier de je ne sais où, et vous voulez que je me calme ? Ce document est parfaitement légal. Je vais maintenant en faire lecture. Georges tremblait. Ses poings étaient dorés, les jointures blanches. Françoise avait perdu son air supérieur. Elle regardait la scène avec des yeux écarquillés, incrédule. « Lucienne !» a sifflé Georges entre ses dents. « Tais-toi ou ça va mal finir. » J'ai soutenu son regard. Pour la première fois de ma vie. « Non, Georges, cette fois, je parle. » Maître Bertrand a commencé à lire, sa voix claire résonnant dans le silence du bureau. Je sous-signais Madeleine Marchais, née Dupont, saine de corps et d'esprit, déclare par la présente annuler mon testament du 12 mars 2019 et le remplacer par les dispositions suivantes. Georges s'était figé, immobile, comme frappé par la foudre. Françoise avait la bouche ouverte, le visage décomposé. Article 1er. Je lègue 80% de mes biens, meubles et immeubles, à ma fille Lucienne Marchais, en reconnaissance de son dévouement sans faille pendant plus de 40 ans. Un cri étranglé est sorti de la gorge de Georges. Un son animal, presque inhumain. Article 2e. Je lègue 20% de mes biens à mon fils Georges Marchais. Cependant, cette part sera réduite du montant correspondant aux 200 000 € qu'il a détourné du produit de la vente du terrain familial en 2019. Cette somme, volée à ses propres parents, sera déduite de sa part d'héritage. Le silence était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Maître Bertrand a continué, imperturbable. Article 3e. Les bijoux de famille, comprenant la bague de fiançailles de ma mère, le collier de perles hérité de ma grand-mère et les boucles d'oreilles en diamant offertes par mon mari pour nos noces d'or, reviendront intégralement à ma fille Lucienne, en compensation des années où elle n'a pas reçu ce qu'elle méritait. Il a posé le document sur la table. Article 4e. Ce testament est ma volonté finale. Je l'ai rédigé en pleine conscience, après avoir découvert la trahison de mon fils. Je demande pardon à Lucienne pour les années de silence et d'injustice. Tu avais raison, ma fille. Tu as toujours eu raison. Je regrette de ne pas t'avoir écoutée plus tôt. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Pas cette fois. Georges s'est tourné vers moi. Son visage était déformé par la rage, méconnaissable. « Tu as fait ça. Tu as manipulé maman. Tu l'as montée contre moi. Tu as profité de sa faiblesse pour lui faire signer ce papier. » « Non, Georges. C'est toi qui t'es monté tout seul. En la volant. En nous volant tous. C'est faux. Je n'ai rien volé. Cet argent, c'était un investissement. Il devait leur revenir. J'avais un plan. » Maître Bertrand a sorti un autre document de l'enveloppe. « Monsieur Marchais, votre mère a joint à ce testament les preuves du détournement. Relevé bancaire, acte de transfert, facture correspondante. Tout est documenté, daté, chiffré. » Georges a pâli. « Ce sont des faux, des montages. Ma sœur a tout inventé. » « Ces documents proviennent directement des banques, monsieur. Ils sont authentifiés. » Françoise s'est levée brusquement. Son visage était blanc comme un linge. « Georges, qu'est-ce que ça veut dire, cet argent? L'argent dont tu m'as parlé pour les travaux de la maison, pour la voiture, pour nos vacances. C'était l'argent de tes parents? Tais-toi, Françoise. Ce n'est pas le moment. » « Non, je ne me tairai pas.
Tu m'avais dit que cet argent venait de tes affaires. Tu m'avais dit que tu avais fait une bonne année. Tu m'avais menti. Pendant tout ce temps, j'ai dit « tais-toi ». Georges a frappé la table du poing. Le bruit a résonné comme un coup de tonnerre. Tout le monde a sursauté. Maître Bertrand s'est levé, très calme. « Monsieur Marchais, je vous demande de vous calmer immédiatement. Sinon, je serai obligé d'appeler la sécurité de l'immeuble. » Georges respirait lourdement comme un taureau furieux. Ses yeux alertent de moi au notaire, de Françoise aux documents sur la table. « Je vais contester », a-t-il dit d'une voix rauque, tremblante. « Je vais faire annuler ce testament. » Ma mère n'était pas saine d'esprit. Elle avait des problèmes. Elle confondait les choses. « Monsieur Marchais, le certificat médical joint au testament confirme que votre mère était parfaitement lucide au moment de la rédaction. C'est votre père qui souffrait d'Alzheimer, pas elle. » Georges a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Il n'avait plus d'arguments, plus de mensonges, plus rien. Maître Bertrand a sorti un dernier document de l'enveloppe. « Il y a autre chose, monsieur Marchais. Quelque chose que vous devriez savoir. »« Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Votre mère a également déposé une plainte posthume pour abus de confiance. Pour Mercure. Elle a demandé que cette plainte soit transmise au procureur de la République après la lecture du testament. Le monde s'est arrêté. Georges est devenu livide. La couleur a quitté son visage comme l'eau d'une baignoire qu'on vide. Une plainte ? Oui, pour le détournement des 200 000 €. Cette plainte sera examinée par le parquet de Lyon dans les semaines qui viennent. Vous serez probablement convoqué pour vous expliquer. Françoise s'est levée. Elle a ramassé son sac d'un geste brusque. « Georges, je m'en vais. »« Quoi ? Où tu vas ? » ?»« Loin de toi. Tu m'as menti. Pendant des années, tu m'as menti. Sur l'argent, sur ta famille, sur tout. Je ne sais même plus qui tu es. »« Françoise, attends. Je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle n'a pas attendu. Elle est sortie du bureau sans se retourner, ses talons claquant sur le parquet. Georges est resté seul, debout au milieu de la pièce, le visage défait. Maître Bertrand a rassemblé ses documents avec des gestes méthodiques. « Madame Marchais, je vous contacterai dans les prochains jours pour finaliser les démarches administratives. La maison vous appartient désormais à 80%. Vous pourrez décider de la garder ou de la vendre, comme vous le souhaitez. C'est votre choix. Merci, maître. » Je me suis levée, j'ai pris mon sac, et je me suis tournée vers Georges. Il me regardait avec des yeux que je ne lui connaissais pas, des yeux de vaincu, d'homme brisé, d'enfant pris en faute. « Lucienne, » a-t-il murmuré. « Pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» J'ai réfléchi à sa question. Pendant 60 ans, j'aurais baissé les yeux. J'aurais murmuré une excuse. J'aurais essayé de le rassurer, de lui dire que ce n'était pas grave, que tout allait s'arranger. Mais pas ce jour-là. « Pourquoi, Georges ? Parce que tu m'as dit de me taire, et que j'en ai eu assez de me taire. 60 ans, Georges, 60 ans de silence. C'est fini. » Je suis sortie de l'étude de Maître Bertrand. Dehors, il faisait froid. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds. Mais moi, pour la première fois depuis 60 ans, je me sentais légère, libre, vivante. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les semaines qui ont suivi cette lecture de testament ont été les plus étranges de ma vie. D'abord, il y a eu le silence. Pas mon silence, celui que j'avais gardé pendant 60 ans. Non, le silence de Georges. Il n'a pas appelé, il n'a pas écrit,
Il n'a pas essayé de me voir. Pour la première fois de ma vie, mon frère n'existait plus dans mon quotidien. Et c'était libérateur. J'ai appris par d'autres ce qui lui arrivait. Des cousins éloignés qui appelaient pour prendre des nouvelles. D'anciennes voisines qui venaient bavarder en achetant leur pain à la boulangerie du coin. Les nouvelles circulaient dans notre petite communauté lyonnaise. Françoise l'avait quitté. Elle avait demandé le divorce 3 jours après la lecture du testament. Pour faute, disait-on. Elle réclamait la moitié de ses biens, de sa maison, de ses comptes. Ironie du sort. Georges, qui avait voulu me priver de ma part d'héritage, allait perdre la sienne dans un divorce. Ses enfants, Sébastien et Caroline, avaient pris le parti de leur mère. Ils ne parlaient plus à leur père. Un menteur, disait-il. Un voleur. Un homme qui avait trompé tout le monde pendant des années. Les mêmes mots que j'avais pensés pendant si longtemps sans jamais oser les prononcer. Et puis, il y avait l'enquête. La plainte déposée par ma mère avait suivi son cours. Le procureur avait ouvert une instruction. Georges avait été convoqué plusieurs fois. Il avait dû fournir des relevés bancaires, des justificatifs, des explications. Des heures d'interrogatoire, disait-on. Des questions sans fin. Une humiliation publique. Il risquait jusqu'à 5 ans de prison pour abus de confiance. 5 ans. Mon frère, l'homme d'affaires respecté, le fils prodige, le golden boy de notre famille, risquait la prison. Un soir, environ 2 mois après la lecture du testament, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité à décrocher. Puis j'ai cédé. « Allô? Lucienne ?» C'était la voix de Georges, mais pas la voix que je connaissais. Pas la voix du grand frère autoritaire, sûr de lui méprisant. Une voix cassée, épuisée, défaite. « Georges, je voulais te parler. Je t'écoute. » Un long silence. J'entendais sa respiration, irrégulière, comme s'il cherchait ses mots. Comme si, pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Je suis désolée. J'ai failli raccrocher. Après 60 ans, 2 mots. Je suis désolée. Comme si ça pouvait effacer quoi que ce soit. Comme si ça pouvait réparer les décennies de mépris, d'humiliation, de vol. Désolée de quoi, Georges? De tout. De t'avoir traité comme ça. De t'avoir ignoré. De t'avoir fait taire. De l'argent. Tu veux dire de l'argent que tu as volé à nos parents? À ton propre père et à ta propre mère? Un silence. Puis, d'une voix à peine audible, « Oui. » Et tu penses que « désolé » suffit? Que ça efface tout? Que ça répare 40 ans de servitude? Que ça me rend les années que j'ai perdues à m'occuper de tout pendant que tu faisais le pont avec ton argent volé? Non, non, je sais que ça ne suffit pas. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais plus quoi faire, Lucienne. Françoise est partie. Les enfants ne me parlent plus. Mes associés prennent leur distance. L'enquête avance. Je risque la prison. J'ai tout perdu. Tout. J'ai respiré profondément. Une partie de moi, une petite partie, celle qui avait été sa sœur pendant 60 ans, avait de la peine pour lui. Mais une autre partie, plus grande, plus forte, celle qui avait souffert en silence pendant si longtemps, ne ressentait rien, rien du tout. Georges, pendant 60 ans, tu m'as dit de me taire. Tu m'as traité comme si je n'existais pas. Tu as pris tout ce que tu voulais, sans jamais penser aux autres. Tu as volé nos parents. Tu as menti à tout le monde. Et maintenant que tu as tout perdu, tu m'appelles pour t'excuser? Pour chercher ma pitié? Lucienne, Non, laisse-moi finir. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Georges. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison. C'est que pendant toutes ces années, tu aurais pu être mon frère. Mon vrai frère.
Quelqu'un qui me protège, qui m'écoute, qui m'aime. Quelqu'un avec qui partager les joies et les peines. Quelqu'un sur qui compter. Mais tu as choisi d'être mon ennemi. Tu as choisi de me mépriser, de m'écraser, de me voler. Ma voix tremblait, mais je continuais. Et maintenant, il est trop tard. Silence. Lucienne, je peux venir te voir? Je voudrais qu'on parle, en face, comme des adultes. Non, Georges, tu ne peux pas. Mais je suis ton frère. Tu n'as jamais été mon frère. Tu as été mon bourreau. Et je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais quelque chose en moi s'était apaisé. Comme si, en refusant son excuse, j'avais enfin posé une limite. Une limite que je n'avais jamais osé poser en 60 ans. Les mois ont passé. J'ai gardé la maison. Notre maison. La maison de mes parents, de mon enfance, de ma vie entière. J'ai fait des travaux. J'ai refait la cuisine, qui n'avait pas changé depuis les années 80. J'ai repeint les murs, changé les rideaux, remplacé les vieux meubles usés. J'ai effacé les traces de ces années de servitude et j'ai créé mon propre espace, mon refuge. Un après-midi de printemps, j'ai reçu une visite inattendue. Une jeune femme d'une trentaine d'années, les yeux timides, les mains qui tremblaient. « Madame Marchais ?»« Oui. Je m'appelle Sophie. Sophie Renard. Je suis journaliste au Progrès. J'ai lu votre histoire dans les archives du tribunal. Je voudrais vous parler, si vous acceptez. » Un article avait été publié quelques semaines plus tôt. Un petit entrefilé dans les pages judiciaires sur l'affaire Marchais, l'héritage contesté, le testament secret, la plainte pour abus de confiance. J'avais refusé de commenter. « Entrez, Sophie. » Elle s'est assise dans le salon. Elle a regardé autour d'elle avec des yeux humides. « Cette maison est belle. Elle a une âme. »« Merci. Qu'est-ce qui vous amène ?» Elle a pris une grande inspiration. « En fait, Madame Marchais, je ne viens pas vraiment pour un article. Enfin, pas seulement. Je viens parce que votre histoire m'a touchée. Parce que je vis quelque chose de similaire. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Racontez-moi. » Elle a parlé pendant 1 heure. Son frère aîné. Ses parents qui ne voyaient que lui. Les sacrifices qu'elle faisait. Les études qu'elle avait abandonnées pour aider la famille. Le travail qu'elle avait accepté pour être disponible. Et la certitude, de plus en plus forte, que son frère allait tout prendre. L'héritage, la reconnaissance, l'amour. « Je ne sais pas quoi faire, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment m'en sortir. Comment avez-vous fait, vous ? Comment avez-vous trouvé le courage de parler ?» Je me suis levée. Je suis allée m'asseoir à côté d'elle. J'ai pris sa main. « Sophie, j'ai mis 60 ans à parler. 60 ans à me libérer. Ne faites pas comme moi. Ne laissez pas passer autant de temps. » « Mais comment ? Ils ne m'écoutent pas. Ils ne me voient pas. » Alors arrêtez de demander leur permission. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour exister. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour avoir de la valeur. Vous êtes quelqu'un, Sophie. Avec ou sans eux. Elle m'a regardée avec des yeux pleins d'espoir. « Vous croyez vraiment ? » « J'en suis certaine. Parce que j'ai vécu dans l'ombre pendant 60 ans. Et maintenant que j'en suis sortie, je sais une chose. La seule personne qui peut vous libérer, c'est vous-même. Pas vos parents, pas votre frère, pas la société. Vous. » Sophie est partie ce soir-là avec un peu plus de courage qu'en arrivant. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais j'espère qu'elle a parlé. J'espère qu'elle a posé ses limites.
J'espère qu'elle n'a pas attendu 60 ans comme moi. 1 an après la lecture du testament, j'ai appris que Georges avait été condamné. 18 mois de prison avec sursis pour abus de confiance. Pas de prison ferme, mais un casier judiciaire. Et surtout, la honte. Partout où il allait, les gens savaient ce qu'il avait fait. L'homme d'affaires respecté était devenu le fils qui avait volé ses parents. Son divorce a été finalisé peu après. Françoise a obtenu la maison, la voiture, la moitié de ses économies. Georges vit maintenant dans un petit appartement en banlieue, dit-on. Seul, ses enfants ne lui parlent plus. Ils ont même envisagé de changer de nom, pour ne plus être associés à lui. Et moi, je vis dans la maison de mes parents, la maison qui est maintenant la mienne. Je me suis fait des amis, des vrais amis, pas des gens qui me tolèrent parce que je suis utile. J'ai rejoint une association de femmes qui ont vécu des situations similaires, des femmes invisibles, comme je l'étais, des femmes qui ont tout donné et n'ont rien reçu, des femmes qui apprennent à 50, 60, 70 ans à exister pour elles-mêmes. Je partage mon histoire, j'écoute les leurs, et à chaque fois, je vois dans leurs yeux le même mélange de douleur et d'espoir. La douleur du passé, l'espoir de l'avenir. Je voyage aussi, pour la première fois de ma vie. L'année dernière, je suis allée en Italie. J'ai vu Venise, Florence, Rome. J'ai mangé des pâtes sur des terrasses ensoleillées. J'ai bu du vin en regardant le coucher du soleil sur les toits rouges. J'ai ri avec des inconnus qui ne savaient rien de mon histoire, qui me voyaient simplement comme une femme, une touriste, une personne. Cette année, j'ai prévu d'aller en Espagne. Barcelone, Séville, Madrid. Des villes que je n'ai vues qu'en photo, dans les magazines que je feuilletais, pendant que je m'occupais de mes parents. Et chaque soir, avant de m'endormir, je pense à ma mère, à ce testament qu'elle a rédigé en secret, à ces mots qu'elle a écrits. Tu avais raison, ma fille. Tu as toujours eu raison. Je ne lui en veux plus. Je ne lui ai jamais vraiment voulu, au fond. Elle était prisonnière, elle aussi. Prisonnière des conventions, des attentes, des traditions d'une époque où les femmes n'avaient pas le droit de parler. Elle a fait ce qu'elle a pu, avec ce qu'elle avait. Et à la fin, elle m'a donné le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir. La permission de parler. La permission d'exister. La permission d'être enfin moi-même. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut survivre au silence. On peut survivre à l'injustice. On peut survivre à sa propre famille. Mais surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir la bouche. Jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour se choisir soi-même. Mon frère m'a dit « Tais-toi ou ça va mal finir ». J'ai parlé, et ça a bien fini. Pour moi. Je m'appelle Lucienne Marchais. J'ai maintenant 68 ans. 2 ans ont passé depuis ce mardi de novembre où tout a changé. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre. Vraiment vivre. Pas survivre. Pas exister. Vivre. Ce matin, je me suis réveillée dans ma chambre à moi, celle que j'ai décorée comme je le voulais, avec des rideaux bleus et des tableaux que j'ai choisis. J'ai fait du café. Mon café, dans ma cuisine. Je me suis assise sur mon balcon, celui qui donne sur le jardin que j'ai planté moi-même, et j'ai regardé le soleil se lever sur Lyon. Et j'ai pensé à toutes ces années perdues, toutes ces années à me taire, toutes ces années à attendre que quelqu'un me donne la permission d'exister. Mais je n'ai pas de regrets, parce que ces années m'ont appris quelque chose d'essentiel. Elles m'ont appris la valeur de la parole, la valeur du non, la valeur de se tenir debout. Si mon histoire peut t'aider,
ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à refuser le silence, à choisir sa propre voie plutôt que celle des autres, alors tout cela aura eu un sens, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mon frère a semé le mensonge. Il a récolté la solitude. Mes parents ont semé le silence. Ils ont récolté le regret. Et moi, j'ai semé la patience. Et j'ai récolté la liberté. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. Une lettre de Georges. La première, depuis notre dernière conversation téléphonique. Celle où je lui avais dit qu'il n'avait plus de place dans ma vie. L'enveloppe était froissée, l'écriture tremblante. Pas l'écriture assurée et autoritaire que je connaissais. Une écriture d'homme vaincu. Lucienne, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu l'ouvriras. Peut-être que tu la jetteras à la poubelle sans même regarder ce qu'il y a dedans. Et je comprendrai. Je t'écris parce que j'ai besoin de le faire. Pas pour toi, pour moi. Parce que je porte quelque chose depuis des mois. Et que si je ne le dis pas, je vais devenir fou. J'ai eu tort. Surtout, pendant toute ma vie. Je me suis toujours cru meilleur que toi. Plus intelligent, plus important, plus digne d'amour. Nos parents m'ont élevé comme ça. Ils m'ont fait croire que j'étais spéciale. Et j'ai grandi avec cette certitude chevillée au corps. Mais je n'étais pas spéciale, Lucienne. J'étais juste un homme ordinaire, à qui on avait donné trop de pouvoir. Un homme qui a confondu la faiblesse des autres avec sa propre force. Un homme qui a pris tout ce qu'on lui donnait, sans jamais rien rendre. Je repense souvent à notre enfance, à ces moments où je te pinçais sous la table, à ces fois où je cassais tes jouets et où je te regardais pleurer sans rien ressentir, à ces années où je t'ai traitée comme une domestique, une servante, une moins que rien. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'était facile. Peut-être parce que personne ne m'a jamais arrêtée. Peut-être parce que, quelque part au fond de moi, je savais que tu étais meilleur que moi. Et que ça me faisait peur. Tu as pris soin de papa et maman pendant 40 ans. 40 ans, Lucienne. Pendant que moi, je venais une fois par mois faire le beau. Pendant que moi, je leur volais leur argent. Pendant que moi, je construisais ma vie sur leur sacrifice et sur ton dos. Et maintenant, je suis seule, vraiment seule. Françoise est partie. Les enfants ne me parlent plus. Mes anciens amis m'évitent. Même mes collègues, ceux qui me respectaient, me regardent différemment. Je suis devenue l'homme qui a volé ses propres parents. L'homme qui a été condamné. L'homme qui a tout perdu. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Enfin, après 70 ans, j'ai compris que tu valais mieux que moi, que tu as toujours valu mieux que moi, que si quelqu'un méritait l'amour de nos parents, c'était toi, pas moi. Vis ta vie, Lucienne, vis-la pleinement. Tu l'as mérité. Ton frère, Georges. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. Je l'ai relue le soir, seule dans mon salon, avec une tasse de thé qui refroidissait à côté de moi. Et vous savez quoi? Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, pas de satisfaction. Rien, parce que ces mots, ces excuses, ces aveux, ils arrivent trop tard. 60 ans trop tard. On ne peut pas réparer une vie avec une lettre. On ne peut pas effacer des décennies de souffrance avec quelques paragraphes. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je ne sais pas si je la relirai un jour. Je ne sais pas si je répondrai. Pour l'instant, je n'en ai pas envie. Mais ce que je sais, c'est que cette lettre a confirmé quelque chose que je sentais depuis longtemps. Georges n'a jamais été fort. Il a toujours été faible.
Un homme faible qui avait besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Un homme faible qui a confondu la cruauté avec le pouvoir. Et moi, la petite sœur silencieuse, celle qu'il méprisait, celle qu'il ignorait, j'étais la forte. J'ai toujours été la forte. Je ne le savais pas, c'est tout. Il m'a fallu 60 ans pour le comprendre. La semaine dernière, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis retournée à l'école. Pas comme élève, bien sûr. J'ai 68 ans. Mais comme bénévole. Une école du quartier cherchait des personnes pour aider les enfants en difficulté avec la lecture. J'ai levé la main. Maintenant, tous les mardis et jeudis après-midi, je passe 2 heures avec des petits de 7 et 8 ans. Des enfants qui ont du mal à déchiffrer les mots, à comprendre les histoires. Des enfants qui se sentent souvent perdus, différents, moins bons que les autres. Je m'assois à côté d'eux. Je les écoute lire, lentement, en trébuchant sur les syllabes. Et quand ils se trompent, je ne me moque pas. Je ne soupire pas. Je leur souris et je dis « Ce n'est pas grave, on recommence, tu vas y arriver ». Et vous savez ce que je vois dans leurs yeux quand je dis ça? De la surprise, du soulagement, de la gratitude. Parce que souvent, ces enfants-là, personne ne leur dit qu'ils vont y arriver. Personne ne croit en eux. Une petite fille m'a dit la semaine dernière « Madame Lucienne, vous êtes gentille. Vous êtes la personne la plus gentille que je connais. » J'ai failli pleurer, parce que pendant 60 ans, personne ne m'avait dit que j'étais gentille. Personne ne m'avait dit que je valais quelque chose. Et maintenant, une petite fille de 7 ans me regardait comme si j'étais un trésor. C'est ça, la vraie richesse. Pas l'argent, pas la maison, pas l'héritage. La vraie richesse, c'est de pouvoir donner aux autres ce qu'on n'a jamais reçu soi-même. De l'attention, de la gentillesse, de l'amour. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Peut-être 10 ans, peut-être 20, peut-être moins. Mais je sais une chose. Ces années-là, je vais les vivre pour moi et pour les autres. Pour toutes ces personnes invisibles qui, comme moi, ont passé leur vie à se taire. Parce que le silence, c'est une prison. Et moi, j'ai enfin trouvé la clé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.